probablement pourront être lus et joués par les metteurs en scène. Donc, ces textes, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors encore une fois, je parle essentiellement des 8 textes que je vous ai nommés. Si j'avais pris d'autres exemples, peut-être que mon exposé serait différent. Mais en même temps, j'ai pris ces exemples parce qu'ils me paraissent assez caractéristiques, assez exemplaires justement de la situation actuelle et des tendances actuelles de la dramaturgie en France. Je ne parle pas trop vite, ça va? Bien. Alors, caractéristique générale de ce texte qui est frappant, c'est que ces textes sont de nouveau des textes lisibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mal à les comprendre en les lisant. Ce ne sont pas des textes absolument hermétiques. Il y a un retour à la littéralité. Ce sont des textes que l'on comprend directement. En même temps, ce sont des textes littéraires, c'est-à-dire que la qualité littéraire de ces textes est frappante. Ce ne sont pas des textes qui ont été en quelque sorte enregistrés dans la réalité, mais on a une écriture littéraire derrière ces textes. Ce qui me semble important, c'est ce retour de la qualité littéraire. Et quand je parle de qualité littéraire, je veux dire une sophistication dans l'écriture. On le voit dans le texte de Coltès, dans le texte de Joanneau, Allegria. Il y a une véritable recherche stylistique sur les textes. En même temps qu'il y a cette recherche stylistique sur les textes, on constate une sorte de retour de la préciosité. Vous savez que la préciosité, c'est en France une manière de parler qui a été très souvent, qui a été surtout inventée au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, une façon très compliquée de s'exprimer, en même temps très élégante de s'exprimer. Alors vous pouvez avoir une préciosité positive ou une préciosité négative. Préciosité positive avec Coltès, avec Lagarce, j'étais dans ma maison, dans la mesure où ce sont une recherche de termes très très rares, d'une syntaxe complexe, néoclassique, d'une manière très très élégante de s'exprimer, tout à fait à contre-courant de la façon dont on parle aujourd'hui. Ça peut être une recherche de préciosité négative, c'est-à-dire on peut avoir des auteurs comme Lemayeux, Gilles d'Asbourdet, qui vont au contraire essayer de faire une virtuosité de l'écriture, mais sur des mots, sur des situations très très vulgaires, sur des choses laides, mais en même temps avec une recherche dans la précision de la vulgarité ou de l'anti-beauté, si vous voulez, la laideur, si vous préférez. Ce retour de la virtuosité n'est pas une chose qui va sans une certaine authenticité des textes et des auteurs. C'est-à-dire que je pense que tous ces auteurs, je pense que pour écrire ces textes, il faut qu'il y ait au départ je ne sais pas comment appeler ça, justement, une pulsion authentique, une volonté authentique, un travail véritablement d'artiste. Ce sont aussi des textes qui sont facilement jouables, facilement, je dirais presque transformables, interprétables. On peut, en les lisant, imaginer facilement comment on pourrait les lire, mais parfois aussi, il faut beaucoup d'imagination. Avec Coltès, par exemple, ou avec Vinavert, il faut beaucoup d'imagination pour savoir comment on pourra mettre en scène ces textes. En somme, il faut que le lecteur fasse un travail, une sorte de... comme s'il faisait des exercices, même si ce sont des exercices purement mentaux, des exercices sur les textes, pour essayer de travailler ces textes avant même de les comprendre et a fortiori de les jouer. En même temps, à côté de cette préciosité, à côté de cette qualité littéraire des textes, on pourrait parler aussi d'un retour de l'oralité, ou d'une nouvelle oralité. C'est-à-dire qu'on cherche un langage qui soit très proche de la parole verbale, de la parole directe, donc en rapport avec l'oralité, par exemple chez Lagarce ou chez Calafert. Et en même temps aussi une écriture qui s'inspire de la rhétorique, qui est, on pourrait dire, néo-rhétorique, c'est-à-dire qui essaie de retrouver un peu la rhétorique des grands textes classiques,
Corneille, Racine, Beaumarchais, Marivaux, etc. La façon dont ces textes aussi s'organisent est intéressante, c'est-à-dire que ce sont des textes qui n'ont pas véritablement un retour de la pensée épique, au sens de Brecht, pas un retour à l'oratorio épique, mais plutôt l'idée d'un texte qui est un concert de voix. Un concert de voix, c'est-à-dire que différentes voix dans l'espace sont censées être comprises comme une sorte de polyphonie. C'est très net chez Vinavert, chez Joanneau, chez Lagarce. Chez Lagarce, par exemple, il y a 5 femmes qui parlent du jeune homme qui vient de rentrer à la maison, qui est très malade, qui va mourir, on ne sait pas de quoi, on ne sait pas pourquoi on ne va pas le voir, on imagine qu'il rentre, qu'il a peut-être le sida, et qu'il rentre chez lui, et tout le monde est content de le rendre, on parle uniquement de lui. Et c'est une espèce de concerto de voix. Même chose chez un auteur comme Joanneau, dans Allegria, on a un concert qui est alors à la fois des voix et en même temps des morceaux de la musique de Shostakovich, joués en direct par une violoniste, plutôt une violoncelliste, sur la scène. On pourrait dire la même chose pour d'autres textes. L'important, c'est toujours que le texte soit en quelque sorte dispersé entre divers locuteurs, entre diverses voix, et qu'il s'en suive l'impression d'une polyphonie ou d'un oratorio. En même temps, je pense que la problématique du langage qui était au centre du théâtre dans les années 50, 60, autour de Beckett, autour de Nathalie Sarraute, c'est encore le cas dans le texte Le silence de Nathalie Sarraute, cette problématique du langage n'est plus tellement ce qui intéresse les auteurs. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à montrer pourquoi le langage est une chose métaphysique. On ne s'intéresse pas non plus à montrer différents niveaux de langage d'un point de vue sociologique. C'est plus tellement la question. Mais c'est plutôt peut-être la question des personnes dans le langage, du rapport des locuteurs au langage. J'en parlerai tout à l'heure plus précisément. Donc ce dialogue, qui est d'ailleurs très souvent un dialogue, en fait plutôt un monologue à plusieurs voix, ce dialogue, ce monologue à plusieurs voix, essaie de retrouver l'autre personne. C'est-à-dire que l'altérité est devenue une chose importante pour toutes ces écritures. Il s'agit d'une altérité, à savoir qu'on essaie de parler à quelqu'un, qu'on essaie d'établir une communication avec quelqu'un. C'est une altérité qui parfois ne réussit pas à s'établir. Chez Nathalie Sarraute, c'est seulement à la fin de la pièce, dans le silence, que les personnages commencent à se répondre, à se parler. Mais enfin, il y a toujours l'autre qui est là, à qui on s'adresse, et qui est un des personnages de la pièce. La question de la théâtralité ne semble plus être une question qui intéresse directement les auteurs. Je veux dire par là qu'on ne se pose plus tellement la question de savoir si le texte dramatique doit être spécifiquement théâtral, s'il est très très théâtral, s'il est très parlable. On ne s'intéresse plus, comme dans les années 70, au paradoxe, cette idée de, comme disait Vitesse, de faire théâtre de tout. On n'essaie pas de montrer ou d'utiliser n'importe quel type de texte sur la scène. On ne